Bonjour, bienvenue. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est un cours un peu original puisqu'on va aborder la thématique de notre rapport à l'autre, donc la thématique d'autrui, en lien avec la notion qui est au programme pour toutes les séries, à savoir la morale. Donc, on va faire une petite introduction qui va en fait nous servir de tremplin à la thématique de la société et l'État, qui est un chapitre vraiment central dans la philosophie politique. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre la fiche que je vous ai envoyée, le cours à côté, ainsi que les textes, et puis on va regarder un petit peu ensemble les idées principales en insistant sur effectivement les points les plus compliqués. Alors, comme d'habitude, pour démarrer la réflexion, ce que je vous propose, c'est de partir d'un fait un petit peu d'actualité, quelque chose qui nous concerne, à savoir le traitement médiatique qui est fait de notre rapport à l'autre. Et ce qu'on constate, et à travers différents médias, et notamment à travers la télévision, c'est que l'autre est présenté comme un étranger, étrange, bizarre, dont il faut fondamentalement que je me méfie. Non seulement parce qu'il porte atteinte à ma liberté, mais aussi parce que il est capable d'empiéter sur ma sphère personnelle, sur ma propriété privée, il vole, il est effrayant cet autre, et donc toutes les attitudes qui consisteraient à contrer cette tendance, à savoir les démarches de bienveillance, de générosité, d'altruisme, sont souvent taxées de naïveté, un petit peu gentillesse dans le sens mielleux du terme, un peu connoté péjorativement, parce que justement cette ouverture à l'autre serait voilà une attitude complètement naïve, au point que l'expression nous ne vivons pas dans un monde de bisounours est devenue courante, y compris à l'Assemblée nationale, puisque des députés de temps à autre rappellent leur pragmatisme, c'est-à-dire leur ancrage dans la réalité, en affirmant qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours et que les autres sont des concurrents potentiels dans toutes nos démarches. Donc les individus sont présentés comme des atomes à part et l'autre comme un étranger bizarre dont il faut fondamentalement que je me méfie. À ce sujet-là, je vous conseille une très bonne vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Horizon Gull, qui s'appelle le syndrome du grand méchant monde. Je vous montre tout de suite, on la trouve ici, voilà, je vous l'ai mis de côté, et vous verrez très bien des extraits de journaux télévisés, notamment de TF1, dans lesquels on voit bien cette présentation de l'autre comme un méchant potentiel. L'analyse est assez fine puisqu'ils expliquent d'où vient cette tendance à accentuer sur la peur, et la construction du journal télévisé classique avec le gouffre entre d'un côté la peur à attiser et de l'autre la survalorisation de ce qu'on connaît, à savoir la tradition, le patrimoine, notamment local. Vous savez tous, vous connaissez tous sur le journal TF1 la deuxième partie sur ces fameux fabricants de cure-dents dans l'Ariège, zone voilà, préservée de toute atteinte de l'autre. Donc, on revient à notre réflexion, et ce qu'on constate au premier abord à partir de ce constat de fait d'actualité, c'est que il faut que je me méfie de l'autre. Je dois me méfier de lui. En plus, il m'insupporte, il m'énerve. Quand on passe trop de temps avec des autres, ça devient complètement entêtant, asservissant, au point que j'ai besoin de m'extraire de tout ça et de rejeter la présence des autres en m'écartant d'une forme de solitude. Et pourtant, et c'est là tout le paradoxe de notre rapport à l'autre, non seulement on ne peut pas vivre tout seul au sens vraiment élémentaire du terme, à savoir on aurait du mal à satisfaire nos besoins en étant strictement tout seul, mais en plus, on apprécie aussi la présence des autres, et les autres nous apportent quelque chose, et on a peut-être aussi intérêt à entretenir une relation de coopération, de collaboration avec l'autre, au sens où on serait des êtres fondamentalement moraux qui auraient cette tendance à se tourner vers les autres. Ce paradoxe nous permet de poser une problématique sous la forme habituelle, vous la connaissez maintenant par cœur, à savoir le « alors que » première thèse, ne doit-on pas aussi reconnaître que
deuxième thèse qui entrent en tension l'une avec l'autre. Donc en l'occurrence ici, on pourrait poser la problématique, alors que l'autre m'apparaît comme un étranger étrange dont je dois me méfier, ne doit-on pas aussi reconnaître que j'ai tout intérêt à vivre avec lui, et au-delà de l'intérêt, que j'y trouve quelque chose qui me permet de m'accomplir en tant que véritable être humain. Ce que je vous propose, première partie du cours, suivez la fiche au fur et à mesure. Première partie du cours, donc l'autre est bien un étranger dont il faut que je me méfie. Le premier point consisterait à développer cette méfiance et cette entrée en concurrence potentielle des individus les uns avec les autres. Et pour développer cette idée des individus comme atomes égoïstes qui sont en concurrence, en compétition les uns avec les autres, ce que je vous proposais, c'était de passer par la référence à la philosophie politique d'un philosophe anglais qui s'appelle Thomas Hobbes, et qui développe donc une fiction, celle de... excusez le partage Facebook de ma maman. C'est une fiction, donc celle de l'état de nature, c'est-à-dire une fiction qui imaginerait comment seraient les hommes s'ils ne vivaient pas en société régie par un pouvoir commun qui les tienne un petit peu tranquilles. Il s'agit bien d'une fiction parce que historiquement, cet état de nature ne correspond à aucune situation décrite réellement. Dans cet état de nature, Hobbes décrit une situation absolument terrible puisqu'il s'agit d'une guerre de tous contre tous. Les hommes sont ennemis les uns avec les autres, tout homme est l'ennemi de tout homme, et Hobbes reprend cette formule d'un penseur latin qui s'appelle Plaute, qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire il y a cette relation de défiance à entretenir les uns avec les autres. Ce que je vous propose, c'est de regarder directement le texte de Hobbes où il décrit cet état de nature avec les termes qu'il emploie. Regardez un petit peu ce premier texte, donc tiré d'un ouvrage qui s'appelle Le Léviathan, et on va expliquer tout de suite ce que c'est que le Léviathan. Donc, Hobbes décrit l'état de nature comme un temps de guerre, regardez, un temps de guerre, où tout homme est bien l'ennemi de tout homme, et dans ce temps, donc, les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur propre force et leur propre capacité d'invention leur donneront. Dans un tel état, c'est-à-dire dans une telle situation, à ne pas confondre évidemment avec l'état politique auquel on mettra une majuscule, dans un tel état, aucune place pour une activité laborieuse parce que son fruit est incertain, donc aucun travail qui permette de produire ce dont les hommes ont besoin et de gagner sa vie, d'échanger les produits de son travail. Par conséquent, aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de marchandises importées par mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer, soulever des choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force, aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, regardez, c'est assez clair, pas d'art, pas de lettres, pas de société. Et ce qui est le pire de tout, et c'est sur ça que va insister Hobbes, la crainte permanente et le danger de mort violente. Et la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale, et bref. Le propos est assez clair, à l'état de nature, la situation n'est pas souhaitable. Les hommes ne peuvent pas développer pleinement leurs capacités, ils n'ont aucune possibilité de développer une quelconque donnée culturelle, pas de lettres, pas d'art, pas de travail, pas de religion, pas de tous les éléments qui caractérisent les sociétés humaines, et la vie humaine est caractérisée en des termes très clairs et nets. La vie de l'homme est alors solitaire, il est seul, indigente, c'est misérable, dégoûtante, ça renvoie à des besoins élémentaires et à des réactions qu'on n'assume pas, animale, proche de la bestialité, et bref, puisque crainte de mort violente qui effectivement est une peur concrète, puisque les individus peuvent, par l'usage de leur force, porter atteinte les uns sur les autres sans qu'il y ait de sanctions possibles, sans qu'il y ait de menaces possibles. Donc la situation n'est pas très joyeuse, et c'est la raison pour laquelle, dit Hobbes, les hommes finissent par accepter, et on le reverra dans la thématique de la société, mais gardez-le en tête, finissent par accepter de vivre en société, de passer ce qu'il appelle un pacte social et d'être gouvernés par une institution extérieure que Hobbes appelle État
avec une majuscule cette fois au sens politique du terme, ou Léviathan d'un monstre marin biblique absolument effrayant. Pourquoi? Parce que le but de l'État chez Hobbes, c'est bien de détenir toute la force des individus qui lui ont transféré pour assurer la sécurité des désormais citoyens. La conception de l'État, on va la redévelopper par la suite, mais gardez quand même en tête, c'est absolument central dans la pensée politique, et on va voir qu'en fonction de la description que les penseurs donnent de l'état de nature, la conception de la société et de l'État qui va en découler va être complètement différente de l'un à l'autre. Si vous voulez commencer à développer cette thématique du Léviathan, vous pouvez regarder, je vous montre tout de suite, une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Politicon et qui aborde des ouvrages de philosophie politique, notamment une sur le Léviathan, voilà, qui est absolument complète et très intéressante sur le sujet. Donc je vous laisse la regarder parce qu'elle est vraiment complète, c'est un peu technique, mais ça vaut le coup d'être étudié en détail. Donc là, on était dans le grand 1, petit a, nous pouvons passer alors à notre petit b. Petit b, non seulement je dois me méfier de l'autre, mais l'autre, de fait, réduit ma liberté. On va distinguer deux sens de cette réduction de liberté. Premier point, l'autre réduit ma liberté tout simplement parce que le simple fait qu'il existe fait que je ne peux pas faire tout ce que je veux. C'est la thématique d'un débat classique en philosophie qu'on a déjà abordé à travers le dialogue du Gorgias de Platon, dont je pense que vous vous souvenez, et notamment la discussion assez virulente entre Socrate d'un côté et Calliclès de l'autre. Rappelez-vous que Calliclès est un des grands sophistes, un des grands adversaires redoutés par Socrate, et Calliclès défend une conception de la liberté sans aucune contrainte, une liberté absolue qui n'accepterait aucun obstacle, aucune frustration. Être libre, je cite Calliclès dans le Gorgias, être libre, c'est vivre dans la jouissance, c'est assouvir toutes ses passions sans jamais les réprimer. On a bien cette idée de ne se poser aucune limite. À cela, souvenez-vous que Socrate répond que cela implique une conception de la société dans laquelle plus personne n'est libre, en tout cas les libertés des uns empiètent sur celles des autres, mais cet argument ne suffit pas puisque Calliclès répond tout simplement qu'il assume tout à fait le modèle d'une société peu tyrannique dans laquelle seule une élite privilégiée est libre et peut empiéter sur la liberté des autres. L'argument de Socrate suivant est bien plus habile et peut-être a plus de résonance auprès de Calliclès, puisque Socrate finit par jouer sur le propre terrain de Calliclès pour lui dire que le problème dans cette conception de la liberté, c'est que l'homme finit par devenir esclave de lui-même, c'est-à-dire du propre assouvissement de ses désirs. Je vous renvoie au chapitre sur le désir qu'on a déjà bien approfondi en cours. En tout cas, ce serait une bonne référence pour développer l'idée que l'autre réduit bien ma sphère de liberté. En tout cas, réduit potentiellement ce que je peux faire. Vous pourriez développer alors une vision négative des lois comme étant ce qui m'empêche d'être libre. Petite parenthèse, vous vous souvenez que dans le cours sur la liberté, nous avons bien développé la conception des lois comme étant non pas un obstacle, mais une condition de possibilité d'exercice de la liberté de tous, c'est-à-dire un sens politique de la liberté et non plus individuel. Souvenez-vous de ces magnifiques mots de Rousseau dans les lettres écrites sur la montagne. Un peuple libre obéit aux lois mais n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Je ferme la parenthèse sur cette question des lois. On revient à la présentation négative de l'autre comme celui qui réduit ma liberté en ajoutant une idée supplémentaire qui est celle que l'autre me juge en permanence. En plus de réduire effectivement ma liberté, il porte un regard sur moi qui m'épuise. Le regard des autres me pèse. En permanence, je dois agir en fonction de l'image que je renvoie aux autres. Vous savez l'asservissement que cela implique, notamment au niveau des réseaux sociaux. Mais pas seulement, puisque de façon très générale, en société du moins, j'agis bien par rapport aux autres. Souvenez-vous que l'étymologie du terme de personne renvoie au latin persona, qui signifie le masque. Donc il y a bien cette idée de jeu social auquel je dois me plier et qui m'a servi. Pour développer cette idée, je voulais vous faire la référence à
Sartre qui développe une des pires sensations qui puissent être ressenties par l'être humain, à savoir la honte. Nous allons alors regarder le deuxième texte que vous trouvez ci-joint, puisque dans L'être et le néant, Sartre décrit cette sensation de honte. Regardez. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire, ce geste colle à moi, je ne le... Ouh, il y a une faute de frappe, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. Mais voici tout à coup que je lève la tête, quelqu'un était venu là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Que décrit Sartre? Tout simplement une scène où il est en train de faire quelque chose, il l'assume pleinement, il est tout seul, pas de jugement extérieur, et pourtant il s'aperçoit d'un coup qu'il y a quelqu'un qui le regardait. Honte suprême, il a été vu, il a été jugé, il a été considéré, il ressent de la honte, d'absolument asservissant. Sensation terrible que vous pourriez développer avec un certain nombre d'exemples de la vie quotidienne. Je n'en doute pas une seule seconde. Dernier point qu'on pourrait développer, qui est assez intéressant, qui est le fait que même quand finalement j'arrive à entrer en contact avec l'autre, que j'arrive à créer un lien avec l'autre, irréductiblement, je suis condamnée à ne pas pouvoir me mettre à sa place. Nos situations, sont irréductibles, je ne peux pas passer dans le regard de l'autre. À tel point que même quand j'exerce mon empathie, c'est-à-dire quand j'essaie de ressentir ce que ressent l'autre, je ne ressens jamais exactement ce qu'il ressent. Je ne peux jamais adopter le point de vue qu'il a lui-même sur le monde. Absolument terrible, puisque je suis réduit à être enfermé dans ma singularité, et ça constitue une barrière infranchissable dans mon rapport à autrui. Cette idée, elle est notamment développée par Maurice Merleau-Ponty, philosophe du XXe siècle, qui étudie beaucoup notre rapport à l'autre, qu'on va reprendre par la suite en nuançant un peu ce point de vue. Mais en tout cas, Merleau-Ponty prend un exemple que vous pouvez retenir, qui est assez intéressant, qui est celui d'un de ses amis, qui s'appelle Paul, qui est en deuil parce qu'il a perdu sa femme. Merleau-Ponty dit « Mon ami, je veux souffrir avec lui, je veux même souffrir à sa place, je veux me mettre à sa place pour lui prendre un peu de souffrance, pour ôter un petit peu de ce mal-être qu'il est en train de vivre. Et donc, par empathie, je suis triste, moi aussi, au deuil à l'idée de la mort de la femme de Paul. » Mais Merleau-Ponty ajoute, le problème, c'est que moi, si je suis triste, c'est parce que mon ami est triste. Lui est triste parce qu'il a perdu sa femme. Je ne peux pas ressentir exactement ce qu'il ressent. C'est pour ça que Merleau-Ponty a cette phrase, nos situations ne sont pas superposables parce que Paul est Paul et parce que je suis moi. Retenez cette formule finale qui finalement est assez tautologique, paraît absolument évidente et pourtant très forte parce que Paul est Paul et parce que je suis moi, nous sommes chacun de notre côté enfermés dans notre singularité. Le rapport avec l'autre est donc barré par une frontière infranchissable qui est celle de l'enfermement dans nos singularités respectives. Vous notez tout de suite que cette référence à Merleau-Ponty, on va la reprendre dans la deuxième partie puisque Merleau-Ponty va proposer certains biais pour surmonter cet hermétisme apparent, notamment à travers l'expérience du dialogue que nous allons développer tout de suite après. Nous passons alors à la deuxième partie du cours. Donc si je prends un petit peu le cours que je voulais vous proposer, nous avons... Hop là. Ceci, alors attendez, parce que j'ai un petit peu de mal à gérer l'agencement des éléments dans mon bureau. J'arrive tout de suite. Juste que vous voyez un petit peu où nous en sommes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Bon, c'est pas très beau ce que je suis en train de faire, mais écoutez, vous me pardonnerez. Oh, je fais n'importe quoi. Bon, écoutez, je vous montre juste simplement. Nous avons donc fait le grand 1. Et puis les 3 sous-parties, donc nous passons au grand 2. Pourquoi nous passons au grand 2? Tout simplement parce que même si je supporte pas l'autre, je ne supporte pas non plus la solitude absolue.
Cette idée-là, elle est développée dans l'histoire de la pensée à de nombreuses reprises. Nous avions fait un cours en début d'année, un texte en début d'année de Hume sur l'incapacité, l'impossibilité d'être vraiment heureux si on est seul, si on ne partage pas les sensations ressenties. L'enfer, c'est bien la solitude absolue. À ce sujet-là, je vous ai mis un texte dans le 6 juin, ici, sur un texte de Michel Tournier, qui n'est pas directement un philosophe, mais sa réflexion sur notre rapport à autrui est assez intéressant. Dans son récit de l'histoire de Robinson Crusoe, roman qu'il appelle Vendredi ou les limbes du Pacifique, Robinson est seul et décrit à quel point sa solitude lui pèse, puisqu'il perd toute notion de la réalité. Il définit bien regarder autrui comme pièce maîtresse de mon univers, au sens où j'ai besoin des autres pour avoir un autre point de vue sur les choses, pour que je puisse distinguer absolument clairement la réalité et la fiction. Pourquoi ? Parce que quand je suis seule, je n'ai pas de point de vue extérieur pour attester de la réalité que je suis en train de vivre ou de constater. Donc, même il décrit que même ses relations avec les choses sont dénaturées par la solitude. Il n'a pas d'autre point de vue que le sien. Et il fait une analogie avec la peinture que je trouvais assez intéressante, puisqu'il dit quand en peinture on crée une perspective, on utilise très souvent la référence à un autre pour voir un petit peu les échelles de taille. Et bien de la même façon, dans la conception de la réalité, l'autre joue un rôle dans la manière de percevoir notre réel. Donc dans la suite du texte, d'ailleurs, je vous ai mis que le début, dans la suite du texte, Tournier a cette phrase, je l'avais mise de côté, je vais vous la lire tout de suite. Contre l'illusion d'optique, le mirage, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l'audition, le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami, ou notre ennemi, mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un. Donc n'importe qui, mais pas seul. Voilà. C'est le mot d'ordre de Robinson dans cet extrait de roman qui est éclairant sur notre thématique. Ce qui nous permet bien de passer au grand 2, où on va essayer de retisser un lien entre autrui et moi. Le premier point, c'est le lien avec autrui que l'on peut avoir à travers une sensation qui est celle de la pitié. Cette idée-là, on va la développer à partir d'une autre conception de l'état de nature, non plus celle de Hobbes, mais celle d'un philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, qui développe une autre vision de l'état de nature qui, vous allez voir, est hyper intéressante sur notre réflexion, sur notre rapport à l'autre. Pour Rousseau, à l'état de nature, qui à nouveau est une fiction, pour Rousseau, à l'état de nature, les hommes ne sont pas spécialement méchants les uns envers les autres, mais sont relativement indépendants. Ils sont assez indifférents à l'existence des autres et font leur vie chacun de leur côté, se reproduisent quand nécessaire, mais sont assez indépendants. Mais quand il leur arrive de rencontrer un autre qui est dans un état de souffrance, Rousseau dit qu'une des passions naturelles, une des premières passions ressenties est celle de la pitié. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas rester indifférent à la souffrance d'autrui. C'est assez intéressant de voir que cette passion, Rousseau l'explique par quelque chose d'assez égoïste fondamentalement, qu'il appelle l'amour de soi. Pourquoi je ne supporte pas de voir souffrir l'autre ? Parce que je me mets à sa place et je n'aimerais pas que ça m'arrive. Je n'aimerais pas que ça m'arrive, et si ça m'arrivait, j'aimerais peut-être que quelqu'un me vienne en aide et me porte secours. Donc c'est d'abord la référence à soi-même qui déclenche en nous la pitié, mais cette pitié, elle nous pousse bien à nous tourner vers autrui et éventuellement à lui apporter de l'aide. Assez intéressant de voir que pour Rousseau, si cette pitié est entretenue par une éducation appropriée, donc qui va être apportée par la culture et par la société, une bonne culture évidemment, parce qu'une mauvaise culture risque de corrompre définitivement ce sentiment naturel qui nous pousse vers autrui, une bonne éducation peut nous permettre de transformer cette pitié première en ce que Rousseau appelle le sens de la justice, qui va nous pousser à connaître le bien et le mal, à le distinguer, à choisir la justice et à rejeter l'injustice, et ça va être une des conditions pour former un bon citoyen. Ce sentiment naturel, Rousseau affirme aussi que malheureusement, il peut complètement disparaître ou être transformé en ce que Rousseau appelle l'amour-propre, qui est cette fois une passion triste, si je devais employer un vocabulaire de Spinoza, une passion triste qui nous pousse à être égocentré
et à ne plus regarder les autres. Ça, ce serait conduit par une mauvaise société, d'où la phrase que vous avez peut-être déjà entendue, l'homme est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. En tout cas, l'homme est fondamentalement pour Rousseau perfectible, c'est-à-dire qu'une bonne éducation peut le rendre le plus grand, le plus noble, le plus digne des êtres, le plus moral aussi, et le meilleur citoyen par conséquent, puisque morale et politique sont liés chez Rousseau. Mais l'homme peut aussi devenir la pire des créatures s'il n'est pas bien éduqué et si la société lui transmet des passions tristes, des mauvaises valeurs et lui fait perdre cette tendance à la bonté naturelle. Mais revenons à notre thématique de la pitié et regardez cet extrait donc du texte de Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Donc nous sommes là, ce texte sur la pitié. La pitié est un sentiment naturel, d'accord? Donc il décrit bien la pitié comme étant un sentiment inné, naturel, qui renvoie à ce qu'on est profondément, qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle qui nous porte sans réflexion au secours d'eux, donc on a bien l'idée de porter de l'aide à... aider, à être bienveillant envers ce que nous voyons souffrir. C'est elle qui, dans l'état de nature, on est bien dans une description de l'état de nature, tient lieu de loi, de mœurs, de vertu, puisque nous ne sommes pas encore en société, avec cet avantage que nul n'est tenté de désobéir à sa douce voix. Alors ça, c'est une idée assez intéressante, l'idée que la conscience morale va apparaître chez l'individu sous la forme d'une petite voix intérieure. On la retrouvera dans un autre texte de Rousseau qui s'appelle L'Émile, qui est un traité de l'éducation. Rousseau propose l'éducation rêvée d'un jeune homme par un précepteur. Effectivement, on a cette présentation de la conscience morale comme étant une voix intérieure qui nous dicte notre comportement, ce qu'il faut faire pour être moralement bon. Revenons au texte. C'est elle qui détournera tout sauvage robuste d'enlever à un faible enfant ou un vieillard infime sa subsistance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs. C'est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée, fais à autrui comme tu veux qu'on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente. Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible. C'est en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu'il faut rechercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l'éducation. Hyper intéressant, arrêtons-nous une seconde sur cette dernière phrase. Ce sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, il faut donc spontanément se référer à notre sensibilité d'être moral, plutôt qu'à notre dimension d'être raisonnable. D'accord ? C'est pas les arguments subtils qui nous touchent directement, c'est d'abord notre sensation et notamment notre pitié. Qu'il faut chercher donc la cause de la répugnance que tout homme éprouvera à mal faire, c'est référence à l'attitude morale, même indépendamment des maximes de l'éducation. Donc spontanément, on est capable d'agir de façon plutôt bienveillante, même si cette tendance n'est pas entretenue par une bonne éducation, elle risque de disparaître, voire d'être inversée. Voilà. Donc, référence à Rousseau sur la pitié assez intéressante. Par rapport à cette thématique de la pitié, je vous ai mis la référence à un tableau, au tableau de Van Gogh, que je trouve assez intéressant, référence à une parabole biblique qui est celle du bon samaritain. Je vous montre ça tout de suite, le tableau est ici, donc voilà. Vous avez donc ce tableau hyper intéressant de Van Gogh. C'est une thématique hyper classique. Van Gogh la reprend à un épisode biblique. Elle a déjà été traitée en peinture, notamment par Rembrandt. Et Van Gogh montre bien ici la démarche de dévouement, voire de dévotion, qui est celle de l'homme qui apporte de l'aide à l'autre, sachant qu'il y a plusieurs personnes, on les voit à côté, enfin sur le chemin au loin, qui ont détourné le regard, en voyant cette personne dans l'état de souffrance et qui ne lui ont pas apporté de l'aide. Ici, Van Gogh insiste sur la démarche du bon samaritain. Il est littéralement plié en deux pour aider l'autre dans sa quête, dans sa souffrance, pour l'aider à le sortir de cette misère-là. Donc, nous pouvons revenir, référence à Van Gogh. Cette pitié, elle est assez particulière, puisqu'effectivement, elle nous pousse à apporter de l'aide à l'autre.
Le problème, c'est que la pitié est assez ambivalente. C'est d'ailleurs un des points que va souligner Kant juste après. Mais cette pitié est assez ambivalente parce que la frontière avec ce qu'on peut appeler comme la condescendance est absolument terrible. Ressentir de la pitié, c'est aussi d'une certaine manière se sentir supérieur. Et donc, quand on voit des images, notamment des photos aujourd'hui qui montrent la misère dans le monde, etc., le pire serait une attitude condescendante en disant voilà, les pauvres, dans quel état ils sont, et un jugement presque ethnocentré, mais bien au-delà, et peut-être égocentré, qui pousserait à ressentir une pitié qui serait pas productive, mais qui serait plutôt malsaine. C'est tout l'aspect ambivalent et problématique des photos, par exemple, qui montrent les migrants dans un état de détresse terrible, ou encore des photographes de guerre comme Don McCullin, dont je vous montre quelques images tout de suite. Alors, hop là. Don McCullin, donc, qui est un photographe de guerre, si vous regardez un petit peu, qui part dans les pays du monde pour décrire un petit peu les différentes situations auxquelles il est confronté. Voilà, vous avez ce type d'image. Alors, évidemment, là, on voit très mal, mais si je vous montre, par exemple, celle-ci... Voilà, vous voyez des gens dans un état de détresse. Ça, c'est un autre photographe contemporain qui s'appelle James Natchway, qui travaille aussi sur des zones de guerre où il montre des images, voilà, qui doivent appeler une réaction de la part du public, sachant que malheureusement cette réaction, même si elle est réelle, ne va pas toujours de pair avec une attitude morale effective qui en découlerait, ce qui d'une certaine manière est assez triste. En tout cas, ça nous permet, cette critique de la pitié, avec tout ce qu'elle peut avoir d'ambivalent, de passer à notre grand B du grand 2, à savoir le fondement, non pas dans l'ordre du sentiment, de la sensibilité, mais plutôt de la raison, du respect que nous devons porter à autrui. C'est la thèse que développe Emmanuel Kant. Pour Kant, notre rapport à l'autre est fondé sur une démarche rationnelle Kant nomme le respect. Alors, le respect est particulier chez Kant, c'est bien un sentiment, mais qui est fondé en raison. Kant disait bien qu'il avait deux choses qu'il admire au plus profond de son cœur, c'est le ciel étoilé au-dessus de lui et la loi morale en lui. Donc il y a bien ce double aspect. Vous vous souvenez, on a vu dans le cours sur la vérité que la morale chez Kant était assez particulière puisque elle consistait à un ensemble de ce qu'il appelait des impératifs catégoriques, qu'on avait distingué des impératifs hypothétiques, je reviens pas dessus, qui nous dictent ce qu'il est bon de faire, ce qu'il faut faire. Ces impératifs catégoriques sont inscrits de façon innée dans notre raison, donc contribuent à définir notre humanité même. Le respect fait partie de ces impératifs catégoriques à ne pas transiger. C'est un incontournable des relations humaines et ce respect permet de construire avec l'autre quelque chose de très fort. Sachant que Kant est tout à fait conscient de toute l'ambivalence de notre rapport aux autres, il développe même un oxymore qui est resté fameux, que vous pouvez retenir, qui est celui d'insociable, sociabilité. Donc on a bien la jonction entre deux termes qui semblent s'opposer. L'homme est à la fois sociable et insociable, sociabilité. Donc, respect à apporter à autrui, inscrit dans notre raison. Dernière sous-partie de ce grand 2, l'importance dans les relations humaines de ce qu'on peut appeler la coopération. Alors pourquoi hyper important? Parce que aujourd'hui dans le monde contemporain, notamment dans les sociétés néolibérales, on a l'impression que le seul moyen, le seul type de relation qui existe avec les autres, c'est la concurrence, la compétition. Or en fait, la coopération, qui est souvent dénigrée, a des bienfaits absolument considérables qu'on ne peut pas négliger. Alors tout d'abord parce que la compétition est un modèle qui permet de faire ressortir effectivement certaines personnalités de façon remarquable, qui permet à certaines personnes de donner le meilleur d'elles-mêmes, mais qui est aussi hyper destructeur, hein. Vous le verrez si vous passez des concours l'an prochain, à quel point la situation de compétition peut être problématique pour certains individus, pour certaines personnalités.
À l'inverse, le modèle de la coopération, qui souvent a été dénigré comme une perte de temps, je vais quand même pas aider un plus faible que moi, a en fait des bienfaits absolument considérables. Pour développer cette idée que dans nos sociétés, l'image de celui qui réussit, c'est le plus fort, celui qui sort de la compétition, Hannah Arendt propose, qui est une philosophe du XXe siècle absolument fascinante, dans un ouvrage qui s'appelle Conditions de l'homme moderne, la figure du cow-boy comme étant cet homme solitaire qui parvient à se sortir de tout. Et Lucky Luke en est une parfaite illustration, puisque c'est bien ce cow-boy qui est tout seul. Regardez cette image de Lucky Luke tout de suite. Alors, ici, on a bien l'image voilà, du cow-boy solitaire qui brave tout le monde, qui traverse le pays seul, qui n'a besoin de personne et qui s'en sort très bien comme ça. Un peu l'homme fatal, voilà, imbattable et admiré par tous. Développe cette idée pour la critiquer et pour ensuite montrer, et ça va être assez intéressant, que dans la sphère publique, la coopération, ce qu'elle appelle la fabrication d'un monde commun, va être en fait hyper importante pour la construction de tous les hommes, y compris ceux qui paraissent les plus forts dans ce cadre de la coopération. Tout d'abord, l'idée que la coopération est positive, en tout cas apporte quelque chose, peut être appuyée sur des fondements biologiques, puisque les études éthologiques contemporaines, l'éthologie étant l'analyse des comportements humains, les études éthologiques contemporaines, notamment d'un éthologue qui s'appelle Franz de Waal, montrent que les attitudes de coopération et même d'altruisme existent dans le monde animal. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, elles existent dans le monde animal et elles peuvent être constatées. À ce sujet-là, je vous conseille cette vidéo-là, je vous la montre tout de suite. Celle-ci, qui est une conférence TED. Alors je vous ai déjà parlé de ce format-là, Franz de Waal, le comportement moral des animaux. Il développe plusieurs expériences, une petite conférence de 16 minutes, hyper intéressante sur la question, où il montre notamment la possibilité d'une attitude morale. Certains singes, par exemple, en adoptent d'autres, adoptent des orphelins en cas de situation de détresse qu'on croyait complètement impossible jusque-là. Donc des choses vraiment intéressantes, et il développe aussi l'idée qu'il existe chez les animaux un sens de la justice avéré et assez fort. Donc par rapport à cette question-là, il pourrait être intéressant de développer une référence assez inattendue, puisque c'est la référence à Darwin. Pourquoi elle est inattendue, cette référence? Puisque Darwin est souvent présenté comme le penseur de ce qu'on peut appeler la sélection naturelle, la sélection des plus aptes. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Darwin développe bien, on l'a déjà expliqué en cours, une théorie biologique de l'évolution des espèces par un modèle d'adaptation indirecte qu'il appelle la sélection naturelle, qui est une sélection aveugle, qui n'est pas dirigée par une instance extérieure divine. Et biologiquement, il constate que effectivement, les espèces les plus adaptées survivent, les autres disparaissent, et c'est par un jeu de transmission génétique que l'évolution des espèces se joue. Darwin, à la fin de sa vie, commence à avoir un petit peu peur que ces théories biologiques soient utilisées dans un autre champ, le champ politique et social, et on les utilise, ces théories, pour dire que dans les sociétés, il faut éliminer les plus faibles, il faut choisir les plus aptes, et c'est un mécanisme, après tout, de sélection naturelle qui consisterait à éliminer les vieillards, les handicapés, les enfants, les malades, et tout ce qu'on voudrait exclure. Il redoute ça, il est un peu désespéré à la fin de sa vie, en tout cas il redoute vraiment qu'on puisse utiliser ainsi. Malheureusement pour lui, ça a été le cas, puisque quelques années après, un philosophe anglais qui s'appelle Herbert Spencer prend ses théories à Darwin, les transporte dans le champ social et formule ce type d'exclusion sociale des individus les plus faibles. Darwin aurait été désespéré à cette idée. En tout cas, chez Darwin lui-même, on a une théorie des sentiments moraux qui vient complètement tempérer cette vision biologique de la sélection naturelle. Et donc, Darwin vante lui-même un modèle de coopération, coopération développé qui permettrait aux espèces de s'entraider, et notamment à l'homme, chez qui les sentiments moraux sont très développés. Et donc, il fait un éloge des démarches altruistes,
ce qui est assez intéressant d'avoir en tête. Pour compléter cette référence à Darwin, une référence un peu plus originale, peut-être, c'est la référence à un penseur russe qui s'appelle Kropotkin, qui écrit début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, un ouvrage qui s'appelle De l'entraide, dans lequel il développe une autre théorie biologique qui est tout aussi pertinente que celle de Darwin, moins connue peut-être, qui consiste à affirmer que dans les milieux où les ressources sont rares, notamment dans les déserts en Sibérie, les espèces, plutôt que d'entrer en compétition, ont beaucoup plus tendance à entrer en collaboration, en coopération, et donc à s'entraider pour survivre. À ce sujet-là, je vous ai mis un texte de Kropotkin, c'est celui-ci, vous voyez 6 juin, de l'entraide, et il développe cette idée que la lutte pour la vie qu'avait décrite Darwin n'est non pas complètement fausse, mais particulièrement vrai dans les milieux où les ressources sont abondantes, mais à exclure dans des milieux où les ressources sont rares. Et donc il fait un véritable éloge de l'entraide pour montrer que l'entraide est nécessaire non seulement au niveau biologique, mais par extension au niveau culturel et social, et donc un éloge de la bienveillance à apporter les uns aux autres. Regardez par exemple cette dernière phrase: dans la pratique de l'entraide, qui remonte jusqu'au plus lointain début de l'évolution, nous trouvons ainsi la source positive et certaine de nos conceptions éthiques, pouvons affirmer que pour le progrès moral de l'homme, le grand facteur fut l'entraide et non pas la lutte. Et de nos jours encore, c'est une plus large extension de l'entraide que nous voyons la meilleure garantie d'une plus haute évolution de notre espèce. Donc non seulement l'entraide n'empêche pas la survie, mais en plus permet de mieux vivre, ce qui est absolument considérable et hyper intéressant sur une conception originale qui n'est pas forcément vantée aujourd'hui, puisque, je vous le rappelle, malheureusement aujourd'hui, l'entraide est souvent vue, la bienveillance est souvent vue comme une forme de naïveté, une générosité. Il est gentil, mais pas très très pragmatique, pas très ancré dans la réalité, au point que, vous savez que c'est aujourd'hui un des problèmes dans la société française notamment, l'assistanat est souvent, c'est-à-dire le fait d'apporter de l'aide, l'assistanat est très souvent vu comme une entrave au bon fonctionnement de la société, alors même que une coopération entre les individus pourrait être positive pour tous. Dernier point de cette deuxième partie, et on fera une pause après ça. Dernier point de cette deuxième partie, l'idée qu'il est possible de surmonter des barrières infranchissables qui semblaient infranchissables dans notre rapport à l'autre, notamment à travers le langage. Et à nouveau, on peut convoquer la référence à Merleau-Ponty. Ça, je ne vous l'ai pas mis dans la fiche, mais gardez-le en tête. Merleau-Ponty développe une véritable une pensée de l'échange entre les êtres humains à travers le langage, et il développe notamment la thématique du dialogue comme étant une possibilité de surmonter nos singularités respectives en créant ce qu'il appelle, je cite, un terrain commun où nos pensées s'entremêlent et où se joue quelque chose de nouveau. Et cette idée-là, elle est absolument magnifique, puisqu'effectivement, à travers le dialogue, le partage des pensées, le fait d'essayer de mettre des mots sur quelque chose que l'on ressent et qu'on a l'impression d'être seul à ressentir, le fait de mettre des mots sur peut effectivement nous aider à créer un terrain commun où on partage une véritable expérience, une condition commune avec autrui. Cette idée du dialogue, on la trouve aussi à travers d'autres intermédiaires, notamment, je pensais, la création artistique. Quand vous écoutez un morceau de musique, il peut arriver que vous ressentiez des sensations que d'autres ont ressenties, les créateurs et d'autres spectateurs. Il y a cette phrase magnifique du philosophe Bergson, dont je vous parle souvent dans Les deux sources de la morale et de la religion, qui affirme que quand la musique pleure, c'est l'humanité entière qui pleure avec elle. Pourquoi ? Parce que les sensations décrites par l'artiste à travers le langage musical sont des choses que nous ressentons tous enfermés dans notre fort intérieur, dans notre singularité. Et donc le rapport à l'autre, effectivement, peut se construire sur un terrain commun où on partage véritablement quelque chose de commun. Voilà, donc on a fini cette deuxième partie, on fera la troisième partie dans une prochaine vidéo. C'était avant tout un test vidéo ici, je vois que techniquement j'ai 2-3 trucs à revoir, donc je vais m'y remettre ardemment pour la prochaine fois. Nous verrons dans la prochaine fois en quoi l'autre peut indirectement et paradoxalement peut nous permettre de faire un retour vers soi qui est aussi intéressant et enrichissant.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées pour compléter ce qu'on a dit, n'hésitez pas à me les faire partager. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Méfiez-vous en fait un petit peu quand même des autres en cette période de coronavirus, puisque il vaut mieux garder ses distances. Le virus se propage très vite et le problème serait même pas tant pour vous que pour d'autres qui auraient plus de problèmes d'immunité que vous en particulier. Enfin voilà. Écoutez, je vous embrasse, j'ai hâte de vous retrouver quand même en vrai. C'est quand même plus agréable et à très vite.